le vote est ce qui consacre cette élite de gouvernance. Sans le vote, ils ne sont rien. Très clairement, ils peuvent parler au nom du peuple, ils peuvent se servir du peuple comme argument pour produire la décision. Et si par hasard, comme dans le roman du romancier portugais José Saramago, les citoyens décidaient de ne plus aller voter ou de tous aller voter blanc, le système s'effondrerait d'un seul coup. L'élection est-elle réellement le fondement de notre démocratie ? Je pense que pour une petite fraction de la population, tout se passe bien dans le meilleur des mondes aujourd'hui, puisque eux tirent profit de la démocratie. Donc pour eux, la démocratie va bien. Mais pour l'immense majorité, les 99% dont parlait le mouvement Occupy, la démocratie objectivement va mal. It wasn't all peaceful. I don't want you behind me. Go back that way. This man was walking. La crise de 2008 a révélé, d'un certain point de vue, la servitude volontaire des gouvernements à l'égard de pouvoirs économiques, à l'égard de marchés qui ne représentent les intérêts que d'une petite fraction de la population, qui n'a cessé de s'enrichir depuis un quart de siècle au détriment de l'immense majorité de la population. L'existence d'un véritable débat de fond est complètement anéantie par la recherche du pouvoir. Les partis mettent en avant des thèmes pour ratisser l'électorat le plus large possible, laissant croire à une bataille gauche-droite. Mais quel que soit le pouvoir en place, le programme économique, lui, reste inchangé. Privatisation, libéralisation, discipline budgétaire. Comment nous étonner aujourd'hui de l'abstention croissante de la population face à cette situation de rapprochement et d'indifférenciation de l'offre politique et à la frustration et à la déception qu'elle produit. On le voit avec le gouvernement actuel qui, sans avoir promis grand-chose, n'est même pas en mesure de tenir ses promesses. Autre chiffre définitif, celui du taux d'abstention. Plus de 11 millions d'électeurs n'ont pas voté dimanche, un chiffre record. Que cache-t-il ? Un divorce avec les politiques. Un divorce qui ne date pas d'aujourd'hui, mais que les gouvernements successifs préfèrent nier. Les résultats des élections sont toujours donnés en pourcentage de votants, en prenant bien soin d'en exclure l'abstention de manière à ne pas révéler l'ampleur de la contestation ou du désintérêt des Français. D'autres résultats. Attardons-nous sur un exemple récent. Les résultats officiels des législatives de 2012... Oui, Élise, et elle concerne des personnalités politiques de premier plan. À commencer par Jérôme Cahuzac, le ministre délégué au budget, est réélu. Luc Châtel, ancien ministre de l'Éducation, est lui aussi réélu dans la Haute-Marne, vous le voyez. Attention, Jack Lang, ancien ministre de la Culture, il est battu au profit du candidat UMP. Encore un résultat, celui de Stéphane Le Foll. Maintenant, incluons l'abstention dans le résultat final. Oui, Élise, et elle concerne des personnalités de premier plan, à commencer par Jérôme Cahuzac, qui n'obtient pas la majorité dans le Lot-et-Garonne. Luc Châtel, ancien ministre de l'Éducation, est lui aussi battu en Haute-Marne. Il ne réunit que 32,6% des voix, insuffisant pour représenter les citoyens à l'Assemblée nationale. Dans les Vosges, l'abstention arrive également en tête. Jacques Lang et Gérard Cherpion sont donc battus. Encore une fois, pas de représentants élus pour cette circonscription. Bilan catastrophique pour ces législatives. Seulement 17 députés élus sur les 577 sièges de l'Assemblée nationale. Le référendum. Unique moyen d'expression des citoyens entre deux élections. En tout cas, sur le papier. Voyons dans les faits. Lors du dernier référendum, qui a eu lieu en 2005, les électeurs devaient répondre à la question suivante. Approuvez-vous le projet de loi qui autorise la ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe ? Tout le monde avait débattu, échangé, réfléchi, communiqué. Au final, les Français avaient dit non à 55%. Une catastrophe pour l'ensemble de la classe politique, persuadée de l'absolue nécessité d'approuver ce texte. La solution est simple. Ils vont bricoler l'ancien texte, changer quelques tournures de phrases et surtout changer le titre. Désormais, on parlera du traité de Lisbonne. Cette fois, le président ne prend pas le risque du référendum. Non, le Parlement valide le traité sans l'avis du peuple et le tour est joué. Résumons. Un texte que 55% des Français rejettent sera tout de même validé 4 ans plus tard. Le référendum a joué son rôle
Il a participé à l'illusion de la démocratie. Et si aujourd'hui le peuple est impuissant face aux décisions politiques, ça n'a pas toujours été le cas. Revenons à l'origine de la démocratie. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Athènes est en pleine crise. L'appauvrissement des paysans ne cesse d'augmenter. La politique appartient aux nobles, ce qui agace profondément les commerçants et artisans en soif de pouvoir. Qui plus est, les pauvres demandent plus d'égalité. Quel bordel! Pour préserver le calme et l'unité de la cité, le système est réformé. Une première dans l'histoire, la démocratie est en marche. Cette évolution s'étalera sur plus de 100 ans avec 4 grands bâtisseurs. Dracon, Solon, Pisistrate et Clisthène. À l'époque, la barbe est à la mode. Le principe de ce nouveau régime repose sur la participation du peuple aux décisions. Et oui, la politique est l'affaire de tous les citoyens athéniens. En pratique, comment ça se passe? La cité organise environ 30 fois par an des assemblées ouvertes et pouvant contenir jusqu'à 6000 citoyens. Ici, on débat collectivement pour ratifier les lois, voter le budget, décider de la paix et de la guerre. Dans l'hémicycle, tout citoyen athénien a droit à la parole. Une indemnité journalière est donnée aux plus pauvres pour compenser les jours de travail perdus. Chacun peut participer avec la même importance, quel que soit son niveau social. Grâce à la démocratie, les Athéniens se sont construits une conscience politique. Un activisme civique incomparable avec l'ignorance et l'apathie politique que nous connaissons aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que le régime qui est le nôtre aujourd'hui, la démocratie dite représentative, c'est un régime qui a été inventé à la fin du XVIIIe siècle aux États-Unis et en France, justement pour constituer une alternative à la fois à la démocratie et à la monarchie. C'est un régime qui n'a de démocratie que certains aspects, qui ne correspondent pas véritablement à l'idéal démocratique originel. Donc n'oublions pas que nous n'avons jamais été véritablement en démocratie. Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif, ce serait un État démocratique. Et oui, la BCIS, leader révolutionnaire, est l'un des fondateurs du système représentatif. Il rejettera jusqu'au bout l'idée de créer un véritable gouvernement démocratique et s'opposera fermement à tout système intégrant le peuple aux décisions politiques. C'était une manière de combiner deux choses qui apparaissaient incompatibles. De combiner le fait que l'origine du pouvoir, la légitimité résidait dans le peuple, mais qu'en pratique, il était hors de question de confier au peuple le soin de prendre des décisions et de se gouverner. Donc on combinait finalement le contradictoire, le principe du nombre, de la légitimité populaire et le principe du gouvernement par quelques-uns. C'est ça qui est le régime dans lequel nous vivons aujourd'hui. Le régime dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il faut remonter loin dans le temps pour comprendre la naissance de notre système politique. Un peu moins quand même. 1789, la célèbre Révolution française. Affamé et excédé par un roi qui le méprise, le peuple français se révolte. C'est la fameuse prise de la Bastille. Le roi battu, les révolutionnaires prennent le pouvoir. C'est inédit dans l'histoire de France. Après plus de 1300 ans de monarchie, le peuple va décider lui-même de son organisation politique? C'est beau. Enfin, pas tant que ça. Je vous explique. Avant 1789, une nouvelle prospérité économique permet aux artisans et commerçants une ascension sociale fulgurante. Mais le pouvoir leur est toujours inaccessible. Et oui, en monarchie, le roi est seul aux commandes et le pouvoir se passe de père en fils. Pas question de partager. Mécontents de ce système, ces nouveaux riches se révoltent pour prendre le pouvoir. Ce sont les meneurs de cette révolution. La monarchie renversée, ils instaurent la démocratie made in noblesse, c'est-à-dire l'organisation d'élections au suffrage censitaire où seuls les riches peuvent voter. Pourtant, le petit peuple aura bien tenté de s'organiser pour créer ce qui lui semblait le plus juste, une véritable démocratie où l'ensemble des citoyens prennent part à la vie politique. En vain. Vous l'aurez deviné, ce qui semblait être une révolution n'est finalement que l'accession au pouvoir de la bourgeoisie. Le peuple est écarté de toute activité politique.
Donc il y a eu un processus de substitution, une sorte de tour de passe-passe, dans lequel finalement cette assemblée de représentants en est venue à se penser comme le peuple lui-même. Il y a eu un processus d'identification entre la représentation et la souveraineté populaire. Mais il y a un élément aristocratique absolument évident, c'est que seule une petite fraction de la population gouverne au nom de tous les autres, et tous les autres sont clairement exclus du jeu politique. Et ça, c'est une volonté qu'ont eu les révolutionnaires anglais et américains et français à la fin du XVIIIe siècle. Contrairement à l'abbé Sieyès, le philosophe Jean-Jacques Rousseau pense que la représentation organise une séparation entre ceux qui gouvernent, c'est-à-dire les politiciens, et le reste de la population. Il considère la représentation comme oligarchique et préfère la démocratie directe. Le peuple ne peut avoir de représentants parce qu'il est impossible de s'assurer qu'ils ne substitueront point leur volonté aux siennes et qu'ils ne forceront point les particuliers d'obéir en son nom à des ordres qu'il n'a ni donnés ni voulu donner. Malgré son analyse, la Révolution donnera naissance à la représentation. C'est bien l'abbé Sieyès qui dictera les réformes politiques. Très clairement, le vote, c'est l'élément démocratique du gouvernement représentatif. C'est celui qui fonde sa légitimité face au peuple. Puisque le vote donne véritablement le sentiment que les citoyens ont une capacité d'influence sur le pouvoir et ont une capacité de sanctionner ou de récompenser ceux qui les représentent. C'est le vote qui est le fondement du lien représentatif dans notre gouvernement représentatif. C'est pour ça que le vote est aussi important. L'objectif est d'inciter à voter et réduire l'abstention à un acte antidémocratique. À l'école, on nous apprend à voter pour être un bon citoyen. Mais ne l'oublions pas, le vote n'est pas le fondement de la démocratie, juste une de ses composantes. Les révolutionnaires ne sont pas morts pour le droit de vote, mais pour plus d'égalité et de liberté. Seulement, cette idée est tellement inculquée comme un devoir, dès le plus jeune âge, qu'il est difficile de s'en défaire. Les pouvoirs qui nous gouvernent ne sont pas des pouvoirs élus, ce sont les marchés financiers, ce sont les grandes entreprises, ce sont des acteurs de l'ombre qui ne sont en aucun cas en position de responsabilité politique. Ça, c'est la première raison évidente pour laquelle la démocratie ne se résume pas. Il est clair qu'aujourd'hui, l'argent joue un rôle de plus en plus important de démocratie. On voit dans un certain nombre de démocraties, à commencer par la démocratie américaine, qu'il faut être riche pour se faire élire. C'est ce qu'ils appellent les deep pockets, les poches profondes. Aujourd'hui, les candidats doivent pouvoir mobiliser des moyens financiers importants. Et donc, du coup, ceux qui sont capables de financer ces élections ont une voix prépondérante dans la politique américaine. Donc ça, c'est un premier point. L'argent est corrupteur des démocraties et est aujourd'hui en train de les, clairement, de les désubstantialiser, de les dévitaliser. C'est-à-dire que nous sommes dans un cadre d'aristocratie élective. Et cette élite gouvernementale peut se réclamer du vote et c'est la condition pour laquelle elle peut prendre des décisions en disant « je suis le peuple et je veux en sortir ». Une aristocratie élective, le pouvoir d'une élite élue par les citoyens. Des mandats gagnés par une démonstration de leur supériorité face au peuple. Costumes, cravates et facilité d'élocution sont les armes les plus percutantes pour remporter la bataille électorale. La classe politique veut marquer sa différence, se distinguer d'un peuple considéré comme incompétent pour s'occuper des affaires publiques. Il est clair aujourd'hui que nos représentants ne sont sociologiquement pas représentatifs de la population. On a beaucoup parlé du club de vieux mâles blancs éduqués que seraient nos assemblées politiques, et c'est clair qu'aujourd'hui, les choses ne bougent. Mais dans un système représentatif, nos représentants ne devraient-ils pas être représentatifs du peuple pour le représenter? Ça se complique. Allons fouiller du côté de la Constitution de notre République pour éclaircir tout ça. Article 2. Le principe de la République est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Une belle affirmation immédiatement corrigée par l'article 3. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Le référendum, on a vu le résultat, vous vous souvenez. Quant aux représentants, ils incarnent la volonté du peuple, mais sans lui ressembler sociologiquement. La Constitution n'évoque aucunement l'idée d'avoir une assemblée à l'image du peuple. Actuellement, l'Assemblée nationale est composée de 577 représentants du peuple. C'est bien, cela devrait permettre une bonne représentation du pays.
Regardons ça de plus près. En France, les ouvriers et les employés représentent plus de 50% de la population. À l'Assemblée, seulement 1,9% des députés sont de ce milieu. À l'inverse, les cadres supérieurs ne représentent que 16% de la population alors qu'ils composent à plus de 81% l'Assemblée nationale. Quelles en sont les conséquences? Tout simplement la défense de leur propre intérêt. Un exemple. 20% des ménages les plus riches auxquels appartient en majorité la classe politique bénéficient de 79% des réductions d'impôts. On voit bien que l'intérêt général n'est pas à l'ordre du jour de nos députés. Pour produire des décisions, il faudrait être qualifié, il faudrait avoir des capacités supérieures à celles du citoyen ordinaire. Or, la démocratie repose sur un principe symétriquement inverse. La démocratie pose une fois pour toutes que chacun est également jugé apte à produire du jugement politique. Des parcours similaires pour des politiciens similaires. La quasi-totalité des politiciens commence tout d'abord par Sciences Po, puis termine avec l'ENA, l'École nationale d'administration. Des clones qui choisissent leur famille politique en fonction, non pas de leurs convictions, mais selon des opportunités de carrière. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a des parcours qui sont extrêmement normalisés et qui commencent très très tôt. C'est-à-dire qu'à 20 ans, on est presque déjà un professionnel de la politique. Donc la professionnalisation de la politique, qui est encouragée par ce mystère national et cette aberration nationale qui est le cumul des mandats. Vous savez qu'on est le seul pays véritablement au monde à pratiquer à ce point le cumul des mandats. Cette professionnalisation de la politique est une des raisons de l'éloignement des citoyens à l'égard de la politique. Le cumul des mandats devrait prendre fin pour 2017. Mais pour ceux qui n'ont pas suivi, prenons un exemple simple. Un caissier occupe un poste à l'enseigne A. Ce même caissier a également un emploi à l'enseigne B et aussi un poste à l'enseigne C. Ce salarié cumule ses 3 salaires à temps complet. Le problème, c'est que ce caissier ne peut assumer chaque emploi efficacement. Nous sommes d'accord. Eh bien, un politique cumulard, c'est le même principe, avec la petite différence que pour lui, c'est légal, car c'est un politique et qu'il sait lui-même fixer ses propres règles, voyons, sans demander l'avis du peuple. Cela donne des cas incroyables. Christian Estrosi, député des Alpes-Maritimes, maire de Nice. Président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Président du conseil de surveillance du CHU de Nice. Résultat, une poignée de politiciens monopolise l'ensemble des postes de décision avec des records d'absence à leur poste. Cette aberration va peut-être prendre fin en 2017, mais cette loi rencontre des difficultés à être adoptée. Et oui, 80% des députés et sénateurs sont cumulards. En retardant cette loi, la classe politique tente de défendre jusqu'au bout ses propres intérêts au détriment de la démocratie. Voilà une raison de plus qui m'a convaincu de ne pas voter. Aujourd'hui, nos élus cumulards vivent, comme disait Max Weber, de et pour la politique. Ils sont des professionnels de la politique. La politique, messieurs, devrait être une vocation. Je suis sûr qu'elle l'est pour certains d'entre vous, mais pour le plus grand nombre, elle est un métier. Un métier qui ne rapporte pas aussi vite que beaucoup le souhaiteraient et qui nécessite de grosses mises de fonds. Une campagne électorale coûte cher. Mais pour certaines grosses sociétés, c'est un placement amortissable en 4 ans. Et pour peu que le protégé se hisse à la présidence du Conseil, alors là, le placement devient inespéré. Les financiers d'autrefois achetaient des mines à Djelitzer ou à Zoa. Eh bien, ceux d'aujourd'hui ont compris qu'il valait mieux régner à Matignon que dans l'Oubangui, et que de fabriquer un député coûtait moins cher que de dédommager un Rouennais. Notre démocratie représentative s'est muée en oligarchie financière. Le tirage au sort. Aujourd'hui aux oubliettes, c'est pourtant le fondement de la démocratie athénienne née 500 ans avant Jésus-Christ. Peu importe les revenus, le métier ou bien l'origine sociale, le tirage au sort donne à chacun la même chance de participer au pouvoir. Aucune inégalité. Concrètement, comment ça marche ? L'élément central de cette démocratie, c'est l'Ecclésia. Rappelez-vous, l'Assemblée citoyenne ouverte à tous. C'est là que tout se passe. 500 Athéniens y sont tirés au sort parmi une liste de volontaires pour composer la boulée. L'Assemblée qui prépare les lois, gère les finances et contrôle les magistrats.
Ces derniers sont également tirés au sort parmi l'Ecclésia et veillent à la bonne application des lois. Seulement 10 d'entre eux sont élus pour s'occuper principalement de la stratégie militaire de la cité. Pour la justice, les jurés sont constitués de citoyens tirés au sort parmi la population. Une fois tirés au sort, chaque citoyen passe un examen, la dokimasie. Il ne s'agit pas de contrôler leurs compétences, mais de vérifier leur citoyenneté et leur moralité. L'Ecclésia pouvait également voter la destitution de tout citoyen tiré au sort en cas d'abus. Le plus important dans cette démocratie athénienne, c'est l'alternance entre gouvernants et gouvernés. La rotation entre les dirigeants et les citoyens, des mandats courts et révocables. Durant sa vie, un Athénien sur 2 était au moins une fois membre de la boule. Si nous n'avons pas pour l'instant de tirage au sort ni de démocratie dans la Constitution, c'est parce que ceux qui écrivent la Constitution sont des professionnels de la politique, qui sont jugés partis, qui ont un intérêt personnel à instituer. Évidemment, je leur en veux même pas. Hein. Ils sont en situation de conflit d'intérêts, ils sont en train d'écrire la règle qu'ils devraient craindre. La Constitution, ils devraient en avoir peur. La Constitution sert à les affaiblir pour nous protéger, nous tous. Et ils l'écrivent eux-mêmes. Alors bien sûr, ils instituent leur puissance, et le tirage au sort les affaiblirait, rendrait de la puissance au peuple. Le tirage au sort semble être une solution à nos problèmes. Direction la Colombie-Britannique, une des 10 provinces qui composent l'État fédéral du Canada. En 2001, le Parti libéral met en œuvre une assemblée citoyenne tirée au sort pour proposer une réforme du système électoral. Leurs voisins de l'Ontario ont aussi été séduits par ce système et ont également formé en 2006 une assemblée tirée au sort. En Islande, après la crise de 2008, une assemblée de citoyens est tirée au sort pour rédiger une nouvelle constitution. Dans ce cas, de la rédaction à la décision finale, la population a géré l'ensemble du processus. Le tirage au sort, il permet aussi, d'un certain point de vue, dès lors qu'il s'inscrit dans un processus de construction collective de la décision, il permet d'injecter dans le processus de décision des idées, des savoirs, des expériences, des intérêts que le binôme expert-élu aurait eu de fortes probabilités d'oublier en cours de route s'ils avaient été seuls pour prendre la décision. Ça, c'est un point qui me paraît aussi très important. Le tirage au sort, ou plutôt suffrage par le sort, est une solution parmi d'autres. Il s'inscrit dans un processus de construction collective de la décision et permet d'amener des idées, des savoirs, des points de vue, des expériences et des intérêts que les experts et les élus n'auraient pas pu avoir. Pourtant, tout cela est encore très peu connu. Vient alors la question de ce que devrait enseigner une école démocratique, c'est-à-dire une école qui apprendrait à chacun et à chacune à participer à la vie de la cité. Une école où chacun serait responsable. On ne naît pas citoyen, on le devient, et la carte électorale ne suffit pas. Le citoyen est le cœur de la politique.